et j'appelle donc le premier binôme composé de Annabelle Larmure et Thierry Cassel pour parler de changement climatique et de son impact sur la culture de poids. Donc le temps qui s'installe, je vais vous les présenter. Donc Annabelle Larmure est enseignante-chercheur en agronomie et écophysiologie à AgroSup Dijon. Et Thierry Cassel, donc, tu es climatologue et également enseignant-chercheur à AgroSup Dijon et tu es chercheur associé à l'UMR Biogéosciences dans l'équipe du CRC, Centre de recherche en climatologie. Bonjour à tous les deux, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Candice. Bonjour Candice. Alors, pour commencer, Annabelle, je me suis dit, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un rapide historique de la culture de poids, notamment quelles ont été les évolutions de rendement et de surface ces dernières années? Oui, donc merci Candice. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le pois est une légumineuse à graines, et c'est la légumineuse à graines historiquement la plus cultivée en France. C'est celle qui s'est développée au début des années 80 pour répondre à la demande en protéines. Et pour ce développement, il y a eu de grands progrès génétiques et techniques qui sont encore en cours. Et pourquoi a-t-on cherché à développer ces légumineuses à graines? Au-delà de répondre à la demande en protéines, c'est aussi parce que les légumineuses sont des espèces qui sont très intéressantes dans les systèmes de culture parce qu'elles sont capables de fixer l'azote de l'air grâce à une symbiose avec des bactéries. Et donc, on n'a pas besoin d'apporter de fertilisants azotés. Et donc, grâce aux progrès techniques et génétiques, on a atteint en poids des surfaces jusqu'à 700 000 hectares en France, à peu près au milieu des années 1990. Mais en fait, depuis le début des années 2000, on observe une diminution de ces surfaces. Et actuellement, en France, on est environ à 200 000 hectares cultivés en pois. Et la diminution de ces surfaces s'explique notamment par le fait qu'on a une diminution des rendements. Pardon. Donc les rendements en pois en France, ils peuvent atteindre, voire dépasser les 50 quintaux par hectare. Mais on a observé des années où on était à moins de 30 quintaux par hectare. Donc c'est un gros problème. Donc en plus de la diminution des rendements, on a aussi une grande variabilité des rendements entre années. Donc on a cherché bien sûr à comprendre la raison de ces grandes variabilités des rendements. Et c'est lié en particulier à la sensibilité du pois au stress de fin de cycle qui sont accentués par ce contexte de changement climatique. Et voilà. Et donc ces surfaces de 200 000 hectares en France actuellement sont principalement des surfaces en pois de printemps. Mais ce qu'on voit, c'est que le pois d'hiver se développe, particulièrement en région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce que l'on sait, c'est que le risque de stress climatique va être différent en fonction du type de pois d'hiver ou pois de printemps. Là, tu viens d'aborder une nouvelle notion, la notion de risque. Thierry, donc toi qui es climatologue, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on entend par risque climatique? Alors la façon dont on voit le risque, en fait, elle s'appuie sur deux éléments particulièrement. C'est d'une part l'aléa et d'autre part, c'est la vulnérabilité. Alors moi, en tant que climatologue, ce qui m'intéresse, c'est l'aléa. C'est d'essayer de caractériser comment le climat et la variabilité du climat se structurent à l'échelle de différents pas de temps et également à l'échelle des territoires. Et de l'autre côté, cet aléa, il n'est pas indépendant de la vulnérabilité puisqu'il va piloter en partie cette vulnérabilité et comment cette vulnérabilité, et plus particulièrement la sensibilité des cultures, va être pilotée par le climat. Et donc, il y a une combinaison intime entre ces deux éléments du risque que l'on essaye d'étudier et qui nécessitent à la fois des compétences de climatologie et également des compétences, dans le cas présent, d'agronomie, puisque le domaine de la vulnérabilité, dans le cas présent, c'est le domaine des agronomes et notamment des collègues qui travaillent sur le pois, quoi.
Et donc, c'est ces deux dimensions-là qui sont importantes et qu'il convient de combiner de manière à pouvoir faire émerger une valeur du risque, une évolution du risque qui est importante pour savoir un petit peu comment ces cultures ont été impactées et peuvent être impactées dans le futur. Justement, Annabelle, est-ce que tu peux nous détailler les stress climatiques pour la culture de pois ? Alors, je ne vais pas vous parler de tout parce que on n'aura pas le temps, donc n'hésitez pas à aller voir un peu nos résultats de PROCIS. Mais vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en pois de printemps, le pois qui est le plus développé pour l'instant en France, les risques les plus importants, ce sont les risques de fin de cycle. Donc le manque d'eau et les fortes températures en fin de cycle cultural. Le pois de printemps va être récolté en fin de printemps, début été, juin, juillet. Et à ce moment-là, on a des forts risques de manque d'eau et de fortes températures. Mais le pois d'hiver qui se développe en Bourgogne-Franche-Comté est récolté plus tôt, plutôt vers la fin du printemps, plutôt en juin. Et donc, on a observé que les risques de ces deux stress, donc manque d'eau et forte température, sont moins fréquents en pois d'hiver, et aussi on a des stress qui vont être moins intenses. Donc, c'est vraiment des solutions vers lesquelles on pourrait aller, le développement du pois d'hiver, pour limiter ces risques qui sont liés au changement climatique. Et il y a encore un autre risque qui peut paraître étonnant chez ces espèces qui fixent l'azote atmosphérique. Il y a un autre type de stress climatique qu'on a observé, ce sont les carences en azote. Et en fait, on a montré que ces carences en azote pouvaient être liées à des situations de sécheresse ou des situations d'excès d'eau en début de cycle, qui font que la fixation symbiotique de l'azote est limitée. Donc, à nouveau, des stress liés au climat. Bon, heureusement, comme je vous l'ai dit, pour limiter ces risques, on peut développer des solutions techniques, comme des choix de date de semis ou de type de pois, et à l'intérieur, comme les pois d'hiver, les pois de printemps, et à l'intérieur de chaque type de pois, choisir des variétés adaptées. Et comment on fait justement pour choisir entre ces différents types et variétés de pois en fonction du changement climatique, du contexte climatique? Comment on choisit? Donc, alors, pour choisir, bien sûr, il y a les essais variétaux qui sont développés par des acteurs du conseil comme Terrinovia. Donc, ils vont avoir des essais, ils en ont notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ces essais variétaux ne permettent pas de représenter toutes les situations pédoclimatiques. Donc c'est pour ça qu'on développe des outils comme des modèles de culture pour pouvoir représenter le fonctionnement de la culture et faire des simulations. Donc en pois, on a développé par exemple un modèle qui s'appelle Azodine-Pi et qu'on utilise pour comprendre dans des situations pédoclimatiques diverses quel va être le niveau de production. Et donc, on s'est associé pour ça à Terrinovia aussi pour les utilisations. Et donc, ce modèle de culture, il permet de simuler le fonctionnement de la culture de pois à l'échelle de la parcelle, à un pas de temps journalier. Et il intègre différents stress climatiques, comme ceux dont je viens de parler, liés au manque d'eau, liés aux fortes températures, mais aussi des stress liés au gel, puisque le pois d'hiver va être confronté au gel. Et il va intégrer aussi des caractéristiques variétales pour voir quel niveau de production on peut espérer. Et donc, dans ce modèle, quand vous l'avez construit, vous avez besoin de rentrer beaucoup de données, dont des données climatiques, justement pour tenir compte de l'évolution du climat. Alors Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les résultats de ces simulations, notamment sur les précipitations et l'évolution des températures ?
Non. Si. Si, je vais vous en dire plus. Donc, une des particularités des travaux que l'on conduit avant PRO6, même avant ce PSDR-là, c'était de se poser la question du verrou qu'on a à essayer de produire de l'information qui soit utile à l'échelle des territoires. Et en particulier, le verrou en termes de climatologie, c'est la résolution, en particulier spatiale, qui est trop lâche et qui fait qu'elle n'est pas utile, suffisamment précise pour pouvoir alimenter des modèles tels que Annabelle vient de les décrire. Et au sein de l'équipe de Centre de recherche de climatologie de l'UMR Biogéosciences, on a développé toute une compétence, une expertise autour de ce qu'on appelle la régionalisation climatique, c'est-à-dire la capacité à produire de l'information climatique à des échelles qui sont utiles, à la fois pour nous, pour comprendre comment le climat et la variabilité du climat se déclinent à l'échelle des territoires, mais également qu'il soit utile pour nos collègues agronomes, pour qu'ils puissent utiliser ces données à des fins de production d'informations sur les cultures, à la fois les stress, mais également sur les rendements et d'autres dimensions qui sont utiles à l'agronomie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des modèles, nous aussi, que l'on valide, on regarde s'ils sont capables de nous permettre de mimer le climat qui s'est déroulé, tel qu'il s'est déroulé au cours des années passées. Et à partir de là, une fois qu'on a évalué, qu'on a suffisamment confiance dans nos modèles, on va projeter ces informations. Alors la résolution à laquelle on produit cette information, qui peut paraître même lâche à l'heure actuelle pour les agronomes, mais qui est vraiment de très haute résolution pour les climatologues, c'est une résolution, dans le cas présent, qui était de 8 par 8 km. C'est-à-dire qu'on produit une information climatique tous les 8 km. Et donc cette information climatique, c'est des variables de climat de surface, température, pluie, évapotranspiration, rayonnement, donc toute une série de paramètres qui vont être utiles pour les modèles. Et donc, ces modèles vont nous dire et produisent de l'information qui va nous dire comment le climat est susceptible d'évoluer en fonction de différents scénarios. Alors, ce qu'on a pu observer dans le cadre de PRO6, par exemple, sur les températures, c'est qu'on a une augmentation, comme attendu, des températures à l'échelle de la mi-21e siècle, de l'ordre de 1 à 2 degrés. Okay. Alors, une des particularités des travaux qu'on conduit, mais qu'on a pu confirmer dans le cadre de PRO6, c'est de montrer que, paradoxalement, quelque part, c'est surtout les températures maximales qui vont plus se réchauffer que les températures minimales. Or, dans le cadre du réchauffement climatique et du renforcement de l'effet de serre, normalement, on s'attend à autre chose. Et donc ça nous interroge. Donc il y a cet élément-là qui est important. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet scénario, c'est-à-dire qu'on a utilisé 2 scénarios. Le scénario qui correspond à ce qu'on appelle, si on met en application la COP21, la COP de Paris, donc c'est le scénario qui est le moins pessimiste, on va dire, le plus vertueux, entre guillemets, qui nous permettrait de rester en deçà des 2 degrés qui sont préconisés par la communauté internationale. Et donc, on a également utilisé un scénario qui est plus le scénario qu'on est en train de suivre, malheureusement, en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, à l'orée du mi-21e siècle, il n'y a pas d'effet scénario. Donc, les deux nous disent à peu près la même chose. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la mi-21e siècle, là, il y a un effet scénario qui est très, très net, avec, à l'orée de la fin du XXIe siècle, plus 4 à plus 5 degrés en moyenne sur les températures moyennes, ce qui est énorme. Et puis, si on reste sur le scénario de la COP21, on va dire, on serait aux alentours de plus 2 degrés. Ce qui est supportable. L'intérêt et l'idée de rester sur les 2 degrés, c'est d'éviter de faire une bascule vers des climats qui pourraient s'emballer et qui entraîneraient des conditions qui seraient vraiment invivables pour beaucoup de régions dans le monde. Voilà. Donc au niveau de la température, voilà ce que ça nous dit. Et au niveau des pluies, on n'a pas de signal très net. C'est-à-dire qu'on a une forte incertitude sur les pluies, une forte variabilité interannuelle, mais en tendance, on n'a ni augmentation, ni diminution des pluies très nette. Sauf sur le scénario qu'on a utilisé quand même en fin du XXIe siècle, on aurait une tendance à une diminution moyenne des pluies, notamment au cœur du printemps et de l'été. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ça va jouer en particulier sur le cycle de l'eau, ce qui est important, comme l'avait souligné Annabelle, notamment sur les impacts sur les cultures, en particulier le poids dans le cas présent. Et donc finalement, tu nous dis qu'il va faire plus chaud, alors que est-ce que c'est pas une bonne chose pour la culture de pois d'hiver s'il fait plus chaud? Alors oui, on se dit que pour le pois d'hiver, s'il fait plus chaud, on aurait moins de risques de gel. Mais en fait, ces dernières années, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a observé.
on a encore observé des années où il y avait des gros dégâts de gel sur le poids. Et c'était en particulier des années où les températures gélives sont apparues très brusquement après des grandes périodes de température douce. Donc c'est pour ça qu'on a développé une thématique spécifique autour de ce risque de gel. Et un modèle a été construit par Christophe Lecomte, que vous avez vu tout à l'heure, qui coordonne le projet PROCIS, pour simuler le fonctionnement du poids pendant l'hiver, et un peu en sortie d'hiver aussi, pour comprendre quels étaient les risques et du coup pour trouver des solutions aussi. Et donc ce modèle, il a pour particularité de calculer chaque jour la résistance d'une culture de pois d'hiver, donc au gel. Et cette résistance, elle dépend de la possibilité qu'a eu la culture de rencontrer des températures fraîches, non gélives, et qui lui ont permis de s'acclimater. Donc plus des cultures ont rencontré des températures fraîches, plus elles vont résister au gel. Et du coup, quand vont apparaître des températures gélives, eh bien, il y aura moins de dégâts. Donc on a utilisé les données de température produites par les climatologues dans le futur pour faire les calculs, pour savoir quelle serait l'évolution du risque de gel de pois d'hiver en fonction de différentes caractéristiques variétales. Et ce qu'on a observé, les simulations, nous ont permis de montrer qu'effectivement, dans le futur proche, c'est-à-dire jusqu'à 2050, eh bien, il va rester des risques de gel qui sont aussi élevés que pour la période actuelle et qui sont dus au fait que, à cause de l'augmentation des températures, on va avoir une diminution de la possibilité des cultures de s'acclimater, de résister correctement au gel, alors qu'il va avoir encore des gels, moins intenses, mais quand même des gels, donc des risques de dégâts. Mais si on voit plus loin, après 2050, là, vraiment, les risques s'atténuent énormément. Mais bien sûr, ces modèles nous permettent aussi de voir qu'il y a des solutions. C'est-à-dire que si on choisit des variétés avec des bonnes caractéristiques, avec par exemple des vitesses d'acclimatation rapides, eh bien, on va avoir moins de dégâts. Et donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que cette année, on a eu cette situation de gel qui est arrivé après des températures douces, mais il n'y a pas eu beaucoup de dégâts en pois d'hiver. Donc, on va analyser ça, et ce sera peut-être parce que les bonnes variétés ont été choisies. Merci beaucoup pour ces précisions. Thierry, est-ce que tu veux ajouter un dernier point sur le climat avant qu'on passe aux questions ? Sur le climat et sur autre chose, juste pour dire déjà que on pourrait penser qu'en première approche, le fait que ça se réchauffe, donc les risques gélives, comme l'indiquait Annabelle, vont diminuer. Et on voit que les choses sont quand même beaucoup plus subtiles parce que les êtres vivants se sont adaptés, s'acclimatent. Et donc on voit qu'il y a nécessité vraiment d'affiner les études pour arriver à mieux comprendre ce qui peut se passer et quels sont les meilleurs leviers, on va dire, pour justement gérer ces évolutions de l'environnement dans lequel le climat joue un rôle majeur et va continuer à jouer un rôle majeur dans le futur, quoi. Alors, je voudrais ajouter un deuxième élément qui n'était pas au cœur des travaux de PROCIS, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé sur la température et notamment sur l'évolution du risque gélif, qui est pour nous un marqueur à la fois de l'évolution, en quoi ce risque il peut perdurer, il peut affecter les cultures, mais pour nous, en tant que climatologues, parce que c'est souvent une question, moi j'aime bien me remettre ça sur le devant, c'est qu'on n'est pas juste des fournisseurs de données. Pourquoi ça m'intéresse, au-delà du fait que j'apprécie Annabelle et Christophe et tous les collègues qui ont participé au projet PROCIS, c'est que nous, et une des approches que l'on a indirectes pour analyser la variabilité du climat, c'est de passer ce climat au filtre des modèles d'impact, ce qu'on appelle. Et le modèle qui a été développé sur le risque gélif est vraiment pour nous idéal pour ça.
Il nous permet d'avoir l'évolution subtile de la variabilité du climat en intégrant des indicateurs qui combinent différents niveaux de signaux climatiques. Sinon, on utilise des batteries de tests statistiques, on est assez performant là-dessus, mais on ne sait pas trop quelles sont les bonnes échelles pour regarder cette variabilité. Et ça, là-dessus, les cultures et l'agronomie, les collègues qui développent ces modèles-là dans le cadre de leurs travaux en agronomie, ils nous sont très utiles. Donc il y a vraiment un dialogue qui s'opère entre ces différentes disciplines. Et moi, je tiens à attirer l'attention là-dessus parce que ProSys, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Okay, il y a une segmentation au niveau recherche, comme le disait la vice-présidente de la région, et on va dire professionnelle, mais au niveau de la recherche et dans le monde académique, il y a aussi une forme d'étanchéité. Et on fait, et je tiens à le souligner, de la vraie interdisciplinarité, et on arrive à s'hybrider. Cette hybridation, pour moi, c'est un vrai plus. Okay, c'est la somme, le tout est plus fort que la somme des parties. Le deuxième aspect sur le climat, pour revenir, je ferme la parenthèse, sur le climat, il y a la température et puis il y a l'eau. L'eau est actuellement, on est je crois sur l'année au niveau de la ressource en eau, c'est central. Okay, on ne l'a pas regardé spécifiquement dans ProSys, mais le cycle de l'eau est affecté. En 2008, il y a un article provocateur dans la revue Science qui indiquait la stationnarité est morte. Et en fait, il s'appuyait sur les projections climatiques et sur le fait de dire qu'il y a une accélération du cycle de l'eau qui fait que ce cycle de l'eau va s'accélérer normalement de façon perpétuelle, au moins jusqu'à la fin du XXIe siècle, si on reste sur la trajectoire de la moins vertueuse. D'accord ? Et donc pourquoi ? Alors parce qu'on pourrait dire, mais j'ai dit tout à l'heure, les pluies, la quantité d'eau qui va tomber sur un territoire, à peu près, elle ne va pas bouger. Okay, et en particulier sous nos latitudes, c'est ce qui est prévu par les modèles. Bien qu'on ait beaucoup d'incertitudes sur la pluie, je tiens à préciser ça, la pluie c'est quelque chose de très complexe à modéliser. Okay, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Si on reste sur ce signal de pluie qui est à peu près stable, de l'autre côté, le fait qu'il y ait une augmentation des températures fait que la demande évaporative, elle est boostée. Elle est fortement boostée. Ce qui fait que les plantes, il faut qu'elles répondent à une demande évaporative extrêmement importante qui peut augmenter entre 100 et 200 mm par an, voire plus, suivant la localisation dans les territoires. C'est plus, par exemple, sur le Morvan. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le Morvan souffre fortement, notamment les forêts du Morvan souffrent en lien avec ces contraintes hydriques qui se sont fortement accentuées. Donc c'est aussi un élément important à prendre en compte, mais ça, peut-être dans des prochaines étapes, ça sera fait, notamment dans les modèles un peu plus intégrateurs comme Azodine, comme indiqué Annabelle. Azodine nécessite aussi de prendre d'autres dimensions climatiques. Mais déjà, ce modèle de stress gel est un élément important qui nous permet de caractériser finement comment, notamment en hiver, ce qui est très peu fait, le changement climatique se décline à l'échelle des territoires. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez bien dit, la recherche elle apporte des solutions. Là, on a parlé de variétés. On peut aussi penser à l'allongement des rotations, la diversification des cultures. Ça, on en parlera plus tard dans la journée. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site PSDR. Il y a un petit livret qui a été créé notamment par Annabelle et Thierry, que vous pouvez télécharger sur le site et qui vous donneront plus de résultats sur cette thématique-là. Oui, voilà, celui-là. Donc, on va maintenant passer aux questions. Donc vous pouvez envoyer vos questions sur l'application WooClap, comme s'affiche à l'écran. Donc c'est très simple, vous avez juste à vous connecter sur wooclap.com/psdr et vous arriverez sur l'interface et vous pouvez directement poser vos questions que nous recevrons ici. Donc j'ai une première question. Donc on nous demande, est-ce qu'on a les mêmes risques pour toutes les espèces ? Alors, les risques ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces, notamment, alors, on va dire les grands types de risques dont on a parlé, c'est-à-dire liés aux fortes températures, au stress déficit hydrique, au gel pour les espèces qui passent l'hiver. Les grands types de risques sont les mêmes. En revanche, le niveau, c'est-à-dire les valeurs de risque, vont dépendre du positionnement du cycle culturel de chaque espèce dans le temps et vont dépendre aussi de la sensibilité propre de chacune des espèces à ces risques.
Et donc, pour continuer à explorer ces aspects, donc effectivement, on vous a dit, on a travaillé surtout sur le pois parce que c'est l'espèce qui est la plus développée, la plus cultivée. Maintenant, il va falloir travailler sur un plus grand nombre d'espèces pour diversifier les systèmes de culture. Et donc, on s'y attelle. On commence, ça a déjà commencé, hein, mais il y a notamment un projet qui est animé par Terrinovia, qui commence là, début 2021, qui s'appelle Ecodive, pour lequel on va explorer différentes légumineuses. Donc, il y aura le pois chiche, la lentille, aussi la févrole, le lupin, et pour mieux caractériser ce niveau de risque pour les différentes espèces. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Bon, écoutez, si on n'a pas de questions, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, je vous propose en conclusion une petite vidéo qui va résumer un peu ce qu'on vient de dire ici, où Christophe Lecomte nous présente un peu les résultats qui vous ont été présentés. Je suis agronome et je travaille sur les facteurs limitants de la production pour la culture de pois d'hiver. Et dans ce contexte, je travaille avec des climatologues qui montrent que le changement climatique va se traduire par une élévation des températures et une répartition différente de la pluviométrie tout au long de l'année, avec pour conséquence l'aggravation de certains stress, comme les coups de chaleur ou le stress hydrique. Avec ses collègues, on a aussi travaillé sur deux impacts du changement climatique sur la culture de pois d'hiver, les dégâts de gel, l'évolution des dégâts de gel pendant l'hiver et l'avancée de la date de floraison. Alors, le pois d'hiver est intéressant parce qu'il a un potentiel de rendement supérieur à celui des pois de printemps du fait d'une durée du cycle qui est plus longue. Il est également plus précoce sur la fin de cycle, donc évite les stress de fin de cycle comme les coups de chaleur ou le stress hydrique. Par contre, il est plus exposé aux maladies et il doit bien passer l'hiver avec les gels hivernaux. Alors avec un modèle agronomique qui permet de calculer le niveau de résistance au gel de différentes variétés de pois d'hiver, on a simulé l'évolution des dégâts entre deux périodes, 1961-1987 et 1988-2016, parce qu'il y a une rupture des températures entre ces deux périodes. Et on a constaté une évolution contradictoire pour les dégâts de gel. D'un côté, une augmentation du nombre de jours avec des dégâts, malgré le réchauffement, et de l'autre, une diminution de l'intensité de ces dégâts. Tout ça parce qu'une plante, pour résister au gel, doit s'acclimater, doit s'endurcir. Et si on a des automnes et des hivers plus doux, elle sera moins bien acclimatée, et le moindre coup de gel va pouvoir entraîner des dégâts. Avec un autre modèle, on a pu estimer une avancée de la date de début floraison, avec les mêmes dates de semis qu'actuellement pour les pois d'hiver, d'environ 15 jours d'ici à 2100, selon le scénario de réchauffement climatique le plus rapide. Le problème, c'est que les plantes vont se trouver exposées au gel de fin d'hiver sur des stades beaucoup plus sensibles, qui sont des stades reproducteurs. Alors pour la résistance au froid de l'hiver, on va rechercher des variétés d'un bon niveau de résistance au froid et capables de s'endurcir rapidement pour faire face aux à-coups de température entre des périodes de gel et des périodes de redoux. Et pour l'avancée de la date de floraison, il y a deux solutions. Soit on va être obligé de retarder les semis à l'automne avec le risque de se retrouver dans des périodes pluvieuses moins favorables pour les semis, ou alors utiliser des variétés qu'on peut semer précocement parce qu'elles vont attendre pour faire leur floraison que la durée du jour soit suffisante. Alors, ce type de variété existe déjà, il y a eu des gros progrès qui ont été réalisés par les sélectionneurs, mais elles sont peu nombreuses, et puis il y a encore des progrès agronomiques à faire. Donc finalement, on voit que le changement climatique va nous obliger à des adaptations, aussi bien sur le plan des variétés et de la sélection, que sur le plan des pratiques culturales.